bienvenue sur Impact by Tigida, la chaîne où on va apprendre plein de choses ensemble. Alors, là, c'est le mois de l'amour, donc on va parler d'amour, de beaucoup d'amour. Alors, j'espère que vous savez à peu près ce que c'est le polyamour, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, Vous savez qu'en France, on a célébré 247 000 mariages l'année dernière. À contrario, on a également 130 000 divorces par an. Et nous sommes à environ 18 millions de célibataires. Alors, moi, je m'interroge, est-ce que l'avenir de l'amour, ce serait peut-être l'amour à plusieurs? Est-ce que le polyamour, c'est peut-être l'alternative au couple traditionnel? Donc, nous allons en parler avec Émeric et Luisa. Alors, bonjour Luisa, bonjour Émeric. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que le polyamour? Oui, alors donc le polyamour, c'est une orientation relationnelle Ouais, où on interagit, on relationne avec plusieurs personnes. d'accord. On peut se désigner comme polyamoureux sans avoir de personne dans sa vie, en étant célibataire. Oui, c'est pas forcément lié à une situation. On peut aussi se définir comme polyamoureux. C'est aussi une philosophie de vie pour certaines personnes. Voilà. Mais du coup, c'est quoi la différence entre polygamie et polyamour pour vous? La polygamie, c'est une situation légale. Ouais, Et en général, c'est associé à un homme avec plusieurs femmes ouais, mariées. ouais. Alors que le polyamour, il n'y a pas de lien avec le mariage déjà. D'accord. Et c'est plus une forme pour le coup de réinvention des rapports amoureux. D'accord. Et pour toi, Émeric? Pour moi, je dirais que c'est très basiquement, c'est le fait de se dire qu'on peut être amoureux, amoureuse de plusieurs personnes à la fois D'accord. et vivre cet amour de façon officielle, assumée, au grand jour, et avec chaque personne partie prenante qui est au courant et qui est d'accord que ce système fonctionne. D'accord. Et comment on découvre qu'on est polyamoureux? C'est une bonne question. Je pense que pour la plupart des personnes, ça passe par d'abord essayer des modèles de relations traditionnels, donc être en couple monogame, exclusif, et là-dedans, de sentir qu'il y a quelque chose qui est pas juste, qui va pas, dans lequel on n'arrive pas à s'épanouir, et derrière d'aller essayer de chercher d'autres modèles, de comprendre ce qui peut poser problème à ce niveau-là, et de découvrir qu'il y a d'autres modèles qui existent. Mhm. Et puis à ce moment-là, de se dire, OK, je vais essayer, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? Donc, en dehors du polyamour, il y a d'autres formes, en dehors de la monogamie, du polyamour, il y a d'autres formes d'amour? Oui, Oui. alors il y a un panel. On peut aller jusqu'à l'anarchie relationnelle. C'est quoi ça, l'anarchie? En fait, alors je me rappelle L'anarchie plus du nom de relationnelle. l'autrice de Polysécure qui a montré plein de formes différentes de relationner. C'est pas forcément des formes qui sont en lien avec l'amour amoureux. Parfois, c'est des amitiés qui prennent plus de place dans la vie. Ça peut être, en tout cas, c'est le fait de redéfinir l'anarchie relationnelle, ce que c'est l'amour et sans hiérarchiser en fait les relations. D'accord. En fait, il faut voir les façons de relationner comme un spectre, un peu de la même façon qu'aujourd'hui on voit le genre comme un spectre. Il n'y a pas homme et femme, et il y a tout un spectre entre les deux. Et ben, les façons de relationner, ça va être pareil. Ça va aller de la relation monogame, exclusive, où on partage tout ensemble. Ouais. Et puis c'est un spectre avec plus ou moins d'ouverture, ouverture sexuelle, ouverture romantique, ouverture simplement d'aller voir ailleurs d'autres personnes, jusqu'à le polyamour et jusqu'à l'anarchie relationnelle. D'accord. Où là, l'anarchie relationnelle, c'est de dire qu'on ne priorise pas par défaut un certain type de relation par rapport à un autre. On ne va pas prioriser par défaut une relation amoureuse par rapport à une relation amicale. Ça ne veut pas dire que toutes les relations sont au même niveau. Parfois, dans sa vie, on donne plus d'importance à une relation parce que c'est ça qui est juste à ce moment-là. Mais c'est pas par défaut. C'est pas le fait que cette relation soit une relation amoureuse, ça veut dire que forcément, elle est supérieure à mes relations amicales, à mes relations familiales, à mes relations de travail, enfin toutes les autres personnes qui m'entourent avec lesquelles j'ai des liens Et ça, différents. comment on appelle ça? L'anarchie?
C'est la première fois que j'en entends parler. L'anarchie s'appelle? relationnelle. L'anarchie relationnelle. Ouais. Bien. Et comment on se retrouve dans tout ça? Comment on se retrouve? Comment on sait si on est dans l'anarchie relationnelle ou le polyamour? Ou tout simplement peut-être la polyandrie pour les femmes et la polygynie pour les hommes? Comment on arrive à faire le tri de tout ça? Ou même le couple libre, Oui, les couple libre relations aussi. Oui, ouvertes comment on arrive à... Oui. qui sont plus fermées au niveau, enfin qui ne sont pas forcément non exclusives au niveau sentimental. Et, comment on se retrouve? Je pense que, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est explorer, tester. Mais en fait, on ne naît pas polyamoureux, on le devient. C'est ça? Ça, c'est une bonne question. À laquelle vous ne savez pas encore répondre. Moi, j'ai envie de dire que oui, de la même façon qu'on ne naît pas exclusif dans ses relations et que le modèle de la relation monogame exclusive telle qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une construction sociale. Et c'est quelque chose qu'on apprend depuis qu'on est jeune, depuis qu'on est enfant, parce que c'est les modèles qu'on voit dans nos familles, c'est les modèles qu'on nous montre au cinéma, dans les livres, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend et ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques siècles, le mariage, c'était un mariage d'intérêt financier, mais les relations amoureuses se vivaient en dehors du mariage et tout le monde savait que les gens avaient des amants, des amantes, etc. Donc pour vous, en fait, on a été conditionné, formaté à vivre le couple traditionnel homme-femme et non pas à avoir cette ouverture d'esprit, si j'entends bien ce que vous me dites, c'est ça? Ouais, ça peut être ça. Et moi, j'avais envie d'ajouter que, en tout cas pour ma part, j'ai envie de voir mon orientation relationnelle comme une orientation sexuelle. D'accord. Et quelque chose que je choisis pas, finalement. Donc, voilà, c'est une autre réponse qui est différente, finalement, de celle de Kiké. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ah bah, en fait, j'ai pas choisi ça et je me sens bien dans cette orientation relationnelle. C'est ce qui me définit aussi. En fait, vous êtes à la recherche, vous êtes en quête de sensations, peut-être de bien-être, de renouveau, peut-être, non? Ou c'est quelque chose qu'on s'auto-inflige ou... Enfin, c'est fort comme mot, mais c'est vrai que j'arrive pas, moi en tout cas, en tant que personne qui n'est pas polyamoureuse, j'arrive pas à avoir cette notion globale, en tout cas, du polyamour. J'arrive pas à comprendre. Puisqu'on ne naît pas comme ça, on le devient à force d'expérience, si je comprends ce que vous me dites, c'est ça? On essaye le couple traditionnel, ça ne fonctionne pas, on essaye d'autres choses, et puis finalement, on se découvre polyamoureux. Ouais, pour moi, on le devient, mais on le devient de fait parce qu'on ne rentre pas dans les cases dans lesquelles on essaye de rentrer. Mais je pense que, comme ce que disait Luisa, de base, il y a quelque chose qui fait que c'est un modèle qui nous convient, qui convient aux personnes qui le pratiquent. Mais simplement, comme il n'est pas mis en valeur, on n'a pas de modèles sociaux, on essaye de rentrer ailleurs. Ça ne fonctionne pas. Donc au début, on se croit aimer les relations exclusives et rentrer dans le schéma. Et puis comme ça ne fonctionne pas, après des tests, on découvre qu'il y a autre chose qui existe et on découvre que cette autre chose qui existe, elle nous convient. C'est en ce sens-là qu'on le devient par la suite. Mais je pense qu'il y a une prédisposition naturelle. Prédisposition naturelle, polyamoureux, vous pensez? Ouais, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, on a des besoins naturels. Et la monogamie institutionnalisée ne nous convient pas. Ne vous convient pas. Voilà, pour nourrir ses besoins au final. Alors que le besoin émotionnel et physique. Oui, ça peut être le besoin de liberté, c'est souvent le besoin de liberté. Ça peut être... moi, je sais que personnellement, c'est le besoin de sentir que je peux être libre d'aimer qui je veux au moment où je veux. Et où ça rejoint, je pense, le sens de ma vie, de me rapprocher de ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire l'amour sous toutes ses formes. D'accord. Et votre entourage, comment elle a réagi quand vous leur avez annoncé que vous étiez peut-être, enfin, pas peut-être, maintenant, c'est sûr, polyamoureux? De mon côté, assez bien, dans le sens où j'ai la chance de vivre dans une famille qui est assez tolérante et ouverte d'esprit. Donc sur le principe, voilà, il y a eu des questions forcément de mais comment ça marche, comment on fait dans la pratique, comment ça se passe.
Je sais qu'il y a certaines personnes de ma famille qui seraient pas forcément à l'aise Ouais. à rencontrer mes différentes amoureuses, être ensemble dans la même pièce, qu'il y aura un petit côté de je sais pas comment faire, quoi dire, j'ai peur de dire une gaffe ou de faire quelque chose qu'il faut pas. Mais sinon, globalement, ça a été plutôt bien pris avec curiosité et des questions et l'envie de comprendre. Et du coup, tes partenaires, si je comprends bien, c'est que des partenaires féminines, il n'y a pas d'hommes, Dans mes relations amoureuses, oui. que des femmes. Ouais, Et elles se connaissent entre elles? tout à fait. Ouais, ouais. Elles se connaissent entre elles. Parfois, elles sont dans une relation amicale ou autre Ah ouais aussi entre elles. Ouais. Ok. Et pour toi? Et pour moi, dans ma famille, ça s'est plutôt bien passé aussi. J'y suis allée doucement dans le fait d'annoncer. Jusqu'à là, au Noël dernier, il y avait mes 2 amoureux dans la famille qui étaient là. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Et de ton côté aussi, c'est exclusivement que des hommes? Non, Ou moi, des fois? je relationne aussi avec des femmes. Tu relationnes avec des femmes aussi? Mm. Et comment vous arrivez du coup à gérer la jalousie et tous ces autres sentiments qu'on peut ressentir quand on est en couple en fait? Comment on arrive à gérer ça quand on est dans une relation polyamoureuse? Alors, clairement, la jalousie existe toujours. On est humain et humaine, et on a des insécurités qui viennent peut-être de nos blessures d'enfance ou voilà. Et donc la jalousie, c'est un grand thème du polyamour qui, comment dire, qu'on gère individuellement, mais aussi en relation. Et on coopère pour prendre soin de l'autre. Voilà, on trouve un équilibre entre prendre soin de soi, comment on arrive à se gérer dans sa jalousie, quel équilibre on trouve entre laisser la liberté à l'autre et en même temps prendre soin de soi. Et quand c'est son partenaire ou sa partenaire qui est dans des insécurités ou dans de la jalousie, comment on peut lui donner du soin pour que ce soit le plus doux pour elle ou lui. D'accord. Et c'est valable aussi pour toi? Ouais, il y a un côté où je pense que comme c'est très présent comme sujet dans le polyamour, la jalousie, on la regarde en face et on essaye de voir, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je ressens de la jalousie. Pourquoi? Déjà, l'accepter, d'être ok avec ça, le fait de pouvoir ressentir de la jalousie, c'est une émotion normale. Et puis après, de se demander pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette émotion? Quel est le besoin que je peux avoir qui là n'est pas nourri? Quelle est la peur qui vient provoquer ça? Peut-être ce sentiment de partager l'autre, non? Ou il n'y a pas du tout... Alors, ça peut être dans une peur provoquée par le sentiment de partager l'autre, et donc, ouais. mais en soi, partager l'autre, tant qu'on n'y perd rien, en soi, ça peut être ok. Donc, c'est la peur de perdre quelque chose dans la relation. Et du coup, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et est-ce que cette peur, elle existe? Est-ce que vraiment, si mon amoureuse, en fait, quand on n'est pas ensemble, elle voit une autre personne et elle passe des moments super sympas avec une autre personne, est-ce que moi, ça m'enlève quelque chose? Est-ce qu'elle m'aime moins? Est-ce que ça nous enlève du temps ensemble ou pas? Donc c'est un peu pour moi de rationaliser la jalousie, de la regarder en face, d'aller chercher pourquoi elle est là et d'essayer de trouver ses causes et savoir comment y répondre. Et si j'ai un besoin, effectivement, qu'elle m'aime moins, peut-être que je vais pouvoir trouver des solutions pour qu'elle me rassure dans le fait que son amour, il ne change pas avec le fait qu'elle ait d'autres personnes. Et voilà, et puis du coup, ça doit être un challenge quand même d'essayer de maintenir le niveau d'amour de chaque partenaire à peu près, non? Ouais, moi je le vois comme c'est comme si mon amour pour mes partenaires, il était indépendant. D'accord. Et ça n'interfère pas, on va dire. Ouais. Alors que je sais qu'il y a ce mythe-là, un mythe culturel autour de l'amour doit être exclusif, sinon si on en donne à un, l'autre y perd. Et pour moi, c'est pas vrai du tout. Est-ce que quand on est dans une relation polyamoureuse, est-ce qu'on a tendance à développer plus de sentiments pour une personne que pour une autre? Parce que ça, c'est humain, non? Pas dans une relation polyamoureuse, si? Bien sûr que si. Les relations polyamoureuses sont des relations humaines aussi, et effectivement, ça va...
Ça va varier en fonction du temps. Mhm. Il peut y avoir des personnes qui relationnent sur un modèle donc de hiérarchie, avec des relations socles, principales, avec lesquelles voilà, elles passent le plus clair de leur temps, elles construisent des projets de vie, et puis d'autres relations qui vont être peut-être plus légères, moins impliquantes émotionnellement. D'autres qui vont essayer d'équilibrer ça plus ou moins. Et après, dans ce que tu dis là, il y a quelque chose qui est très commun à tout le monde et qui est un sujet assez présent dans les relations polyamoureuses, c'est ce qu'on appelle l'énergie de la nouvelle relation. C'est ce sentiment d'exaltation qu'on peut avoir avec une nouvelle personne avec qui on commence une Surtout relation. quand c'est le début. Exactement, cette énergie-là du début de la relation. Bah, ça, c'est quelque chose de très connu. Et donc, comment on fait pour pas se laisser embarquer là-dedans, pas dire il n'y a plus que ça qui existe et tout le reste, c'est beaucoup moins bien. Et en même temps, comment on fait pour le vivre aussi, parce que c'est quelque chose de très agréable à expérimenter. Waouh, je suis toujours autant impressionnée. Mais du coup, est-ce qu'il y a des règles quand on est dans une relation polyamoureuse, du coup? Il y a des règles? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir, peut-être? Oui, alors ça dépend de qui on parle, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on recommande de faire, parce que bon, peut-être on en parlera après, mais on organise des stages autour du polyamour. Ah oui? Oui, Depuis quand? depuis septembre. Ah oui, donc c'est tout récent. Ouais, D'accord. ouais, ouais. On a Et en commencé à quoi travailler dessus consiste l'année ces dernière. stages? Et c'est des stages où on invite des personnes qui soit se questionnent autour des relations plurielles, ou soit sont déjà expérimentées dans le polyamour, dans l'anarchie relationnelle, en tout cas dans les relations non exclusives, et qui ont envie on va dire, partager un bout de chemin sur 3-4 jours pour grandir dans nos questions, nos problématiques autour du polyamour, que ce soit la jalousie, comme on en a parlé, mais il y a plein d'autres questionnements autour des relations polyamoureuses. Et si on va jusqu'à la coparentalité, voilà, comment on gère ça. Il y a la notion potentiellement d'énergie de la nouvelle relation, de la hiérarchie, etc. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est un espace où nous, on partage des outils de communication relationnelle, des outils qui permettent aux personnes de partager aussi entre elles sur ce qu'elles vivent. Et voilà. Donc, Et du coup, c'est quoi la limite imposée quand on vit dans une relation à plusieurs? C'est quoi la limite à ne pas franchir? Eh bien, justement, dans nos stages, on organise aussi un temps autour du cadre relationnel. Donc, on appelle un cadre relationnel, c'est, on va dire, l'ensemble des principes, des accords qu'on a pour se sentir bien dans une relation. Et donc, il y a les limites personnelles. Par exemple, moi, je ne ferai pas l'amour avec quelqu'un sans protection. Voilà, ça, c'est ma limite qui touche mon corps. Et après, il y a les accords qui touchent les deux personnes. Et donc là, ça peut être je sais pas, est-ce que tu peux me donner un exemple Pour toi, ce serait quoi la qu'on aurait limite à ne pas franchir? Alors, sans en donner une précisément, moi, je veux dire que la limite, c'est de ne pas tromper son ou ses partenaires. Sauf que, qu'est-ce que j'entends par tromper? Oui. En fait, dans le polyamour, on va définir un cadre relationnel, comme le disait Luisa. Donc, on s'entend dans nos relations sur qu'est-ce qu'on veut s'autoriser et s'interdire dans notre relation. Mais on part de la feuille blanche. Là où dans les relations traditionnelles exclusives, quand on rentre en relation avec quelqu'un, eh bien, à peu près généralement, on n'a pas le droit d'embrasser une autre personne, on n'a pas le droit d'avoir de la sexualité avec une autre personne, on peut partir en week-end avec ses amis, mais pas avec une personne avec qui on a des sentiments, etc. etc. Il y a un package un peu de choses implicites qui est là dans la relation, et si on déroge à ce package implicite, eh ben, on trompe sa relation. Dans le polyamour, pareil, sauf que ce package, il n'est pas implicite, et on va le définir ensemble, en fonction de ce qui est juste pour nous. En fonction de chaque partenaire, ou c'est consulté en communauté, enfin en groupe? C'est là où ça se complique, c'est que en fonction de chaque partenaire, et puis aussi, il faut que le groupe, s'il y a un groupe, soit en accord avec ça. Mais chaque relation va définir son cadre relationnel. Et donc, certains vont dire on ne peut pas avoir de la sexualité avec d'autres personnes dans tel cadre, ou alors parfois on peut, ou alors on n'a pas le droit d'avoir plus de temps de relation.
Vraiment, En fait, ça se discute en fonction des partenaires que vous avez. Exactement. Tout à fait. Et chaque sortie de ce cadre, Mm. bah, c'est une C'est limite considéré qui est comme une dépassée. tromperie. Exactement. D'accord. Et comment vous vous rencontrez entre polyamoureux? Comment on sait comment on détecte le partenaire polyamoureux? Comment on fait pour draguer? Comment on se Euh, rencontre? Dans des forums, sur des groupes? Enfin, comment on se rencontre? Il y a beaucoup d'espaces communautaires, ce qu'on appelle des cafés polis généralement. Café poli? Ouais, où des gens qui sont polyamoureux, polyamoureuses ou intéressés par le sujet se retrouvent pour se rencontrer, discuter, partager des expériences. Parfois, il y a des tables rondes, il y a des questions, des débats sur certains sujets pour pouvoir s'enrichir ensemble. Euh, et puis après, il y a des espaces dans lesquels les normes sociales sont souvent repensées, pas forcément amoureuses, mais aussi d'autres. Mmh. Et ça peut être une déconstruction, la déconstruction des normes amoureuses qui est en lien avec celles-ci. Je pensais à des espaces de transition qui essayent d'inventer d'autres modèles sociaux, de repenser la façon de travailler, de vivre ensemble. Souvent, ça va s'accompagner de repenser aussi les modèles de relations amoureuses. Mhm. Alors, en quoi, puisque du coup vous avez essayé les relations traditionnelles, en quoi le polyamour a changé ou influencé votre vision de l'amour? C'est une bonne question. C'est une question très large. Moi, en tout cas, je me sens vraiment plus épanouie Plus depuis épanouie. que je suis polyamoureuse. Je me sens plus en phase avec qui je suis vraiment. Comment ça a influencé ma vision de l'amour? Je crois que depuis que je suis polyamoureuse, je vois mes amitiés, je revalorise mes amitiés en fait. Comment ça? Eh ben, dans, on va dire, la monogamie institutionnalisée, souvent il y a aussi une hiérarchie entre le couple, c'est plus important que les amis. D'accord. Et donc, on va partir en week-end en couple, peut-être de manière prioritaire, faire sa vie avec, enfin, acheter, habiter ensemble, etc., avec son amoureux. Et moi, en fait, je pense que je suis aussi très influencée par l'anarchie relationnelle, où on voit les relations d'une manière plus, on va dire, décorrélée des statuts, des étiquettes. Et je peux avoir vraiment beaucoup d'amour pour des amitiés et me dire, oui, j'ai envie d'habiter avec cette personne qui est mon amie, par exemple. Et tu pourrais tomber amoureuse d'une amie? Là, c'est encore autre chose. Mais oui, potentiellement, même si ça m'est t'est jamais arrivé. Non. Et pour toi, Émeric? Je pense que ça m'a permis de voir et d'accepter que d'autres modèles de relations sont possibles, que ce soit celui-là ou que ce soit d'autres. Il y a un endroit où ça m'a accompagné dans ma déconstruction des modèles préétablis sur les relations, et donc sur les relations amoureuses, mais aussi sur les relations amicales, familiales. Ça a été un questionnement à plein de niveaux. Et donc cette déconstruction-là m'a fait me sentir beaucoup plus aligné avec la façon dont je relationne maintenant, parce que j'ai l'impression de l'avoir choisi. D'accord. De m'être dit, ok, en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles, j'ai réfléchi, j'ai regardé ce qui me convenait, et c'est ça que je choisis pleinement en conscience. Mais il se pourrait que demain, tu changes d'avis pour revenir dans le modèle traditionnel? Oui. Toi Ouais. aussi? Oui, oui, oui. Donc, en fait, on peut être polyamoureux à un moment donné de sa vie et revenir sur le modèle traditionnel. En fait, quelque part, est-ce que le polyamour, c'est pas la recherche, on n'est pas à la recherche de liberté peut-être? Je pense que c'est assez inhérent au polyamour, cette liberté de se dire que on n'appartient pas à une personne et une personne ne nous appartient pas. Et donc de se donner la liberté d'être en relation, en lien avec les personnes qui nous entourent de la façon dont c'est juste pour nous. Et cette façon, elle peut évoluer avec le temps. Et donc effectivement, peut-être qu'à un moment, ça peut être d'être en relation amoureuse avec plusieurs personnes. Et au moment d'après, ça va être d'être en relation exclusive avec une autre. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc, dans les relations polyamoureuses, à aucun moment, on ne parle de mariage.
Si, c'est pas du tout décorrélé. On Ah peut ouais? très bien se marier avec une personne, puis une autre. Bon, bien sûr, pas de manière officielle, complète. Enfin, voilà, Vous de manière aimeriez que ça légale. soit officiel? Enfin, que les mariages... Ah oui, moi, clairement. Ouais. Complètement. Moi, je suis pour que, pour le coup, la vie publique suive la vie intime. Mhm. Moi, j'aimerais que ça puisse être officiel aussi de pouvoir se marier avec plusieurs personnes à la fois. Aussi, pour tous les droits qui vont avec. Et puis, après, on peut aussi aller plus loin en parlant de coparentalité. Enfin, voilà, c'est aussi la vie publique qui suit l'évolution des mœurs. Mais quand tout à l'heure tu disais que oui, ça aurait été peut-être possible de se marier, il y a un mariage entre polyamoureux qui n'est pas Ah, j'arrive pas à le dire. J'ai un cheveu sur la langue là. Institutionnalisé. Ouais, parce que je suis perturbée par ça, par le mariage à plusieurs. Il n'y a pas de mariage civil. Oui, aux mais yeux de c'est la loi. Il n'y a mariage pas de mariage entre vous. religieux. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est quoi un mariage? C'est une cérémonie où on rassemble ses amis, sa famille, les gens qu'on aime pour se déclarer son amour face aux gens, aux gens qu'on aime. Ok. Donc ça, À plusieurs, on se marie. Qu'est-ce qui empêche des gens de le faire? Je sais qu'il y a quelque chose qui est très en vogue en ce moment aux États-Unis et beaucoup plus en France, c'est de se marier avec soi-même aussi. Ah oui, ça aussi. Donc, en fait, partant de là, si on considère que le mariage, c'est juste une déclaration publique Ouais. d'amour et d'engagement, de partager des choses dans la vie, Mhm. qu'est-ce qui empêche de le faire à une personne, à deux, à trois, à quatre? Du coup, c'est de Ou l'engagement moral plutôt. Oui. Tout à fait. Et justement, en parlant de mariage, etc., on va comment se gère la parentalité dans une relation polyamoureuse? Alors ça, on n'est pas encore confronté. Vous envisagez d'avoir des Même enfants? si j'ai un amoureux qui a une fille. Alors, Je pense que ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de comment ça se gère. C'est comment chaque personne va décider de le gérer, comment chaque relation va décider de le gérer. Mais comme le cadre relationnel, chaque relation va poser son propre cadre, définir ses règles, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. C'est vraiment... Et par rapport à l'enfant, qui est, enfin, en termes de communication, en fait, est-ce qu'on va l'influencer à être dans une relation polyamoureuse puisque le parent l'est déjà, ou on va le laisser faire ses propres choix? clairement, là, nous, on serait pour lui laisser faire ses propres choix. Ouais. En fait, en conscience de tout ce qui est possible et de tout ce qui existe. Et ouais. J'avais envie de parler aussi du livre de Gabrielle Richard sur Faire famille autrement, qui est donc une sociologue qui a écrit sur des différentes formes de familles qui sont possibles. Et elle parle notamment des familles polyamoureuses. Et moi, ça me fait penser aux familles recomposées. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des familles recomposées, donc avec des modèles parentaux pluriels. Et voilà, en fait, finalement, ça peut découler aussi de ce modèle-là, la coparentalité polyamoureuse. Oui, mais c'est un peu différent parce que les familles recomposées, c'est un papa, une maman, un beau-père, une belle-mère. Mais là, le polyamour, c'est plusieurs partenaires qui sont présents autour de l'enfant. Donc c'est vrai que la gestion, j'aurais bien aimé savoir comment ça... Je Vous pense n'êtes qu'il pas y a encore un posé endroit la où question? les enfants, de ce que j'ai pu voir autour de moi, parce que je ne l'ai pas vécu personnellement, mais les enfants sont très innocents vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de schéma préétabli de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. En fait, c'est en grandissant que va y avoir ces choses-là qui vont arriver. Mais un enfant qui est jeune, il peut grandir avec plusieurs références. Donc, il peut y avoir le père, la mère, et puis peut-être l'oncle qui est très présent, peut-être la grand-mère, peut-être la meilleure amie du père qui habite aussi dans la maison parce que, ou l'appartement d'à côté, et du coup qui est là de façon très présente. Et en fait, qu'est-ce que ça va changer pour l'enfant si un adulte de référence, on lui dit bah, c'est l'autre amoureux de maman, ou c'est l'autre amoureuse de papa, ou etc. Tant que l'enfant il a quelque chose qui est clair, qui est sain, c'est-à-dire que tout le monde sait et est d'accord, et qui reçoit de l'amour, a priori, son développement va bien se passer. Est-ce qu'indirectement, on n'influence pas l'enfant de par notre mode de vie qu'on lui impose en tant que parent?
indirectement? Ça vaut complètement pour la monogamie. Ouais. Et pour nous, en fait, on a pris le temps qu'il nous fallait aussi pour déconstruire ces modèles. Et pour moi, en fait, le principal, c'est de lui montrer qu'il y a plusieurs modèles Mhm. et que, en effet, le modèle dominant, ça reste la monogamie. Et c'est le modèle où, disons, les personnes ne vont pas subir on parle de polyphobie. Voilà, ou d'oppression systémique par rapport au fait que c'est un modèle minoritaire. Oui. Mais à part ça, pour moi, un enfant voilà, peut avoir le choix à partir du moment où que c'est possible. Ok. Et donc, si je comprends bien, tous les deux, vous n'avez pas d'enfant. Non. Vous envisagez d'en avoir? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Ouais, on se pose la question. Ouais. Alors, j'en reviens. Question suivante alors, si demain vous décidez d'avoir des enfants, on choisit un partenaire en particulier, comment ça se décide, avec qui on fait l'enfant ou pas, enfin, ça se discute, quel partenaire choisir, avec qui faire l'enfant ou pas? Encore une fois, tous discutent. Tous Et discutent. chaque personne va choisir son propre modèle. Ouais. Et il y a des exemples de gens qui habitent à trois. Et puis effectivement, il y a une personne qui est le papa biologique. Il n'empêche que la famille nucléaire est quand même là. Nous, dans notre modèle, on aurait envie de construire cette vie familiale ensemble, de faire un enfant ensemble. Et après, d'inclure dans les adultes de référence de cet enfant éventuel nos amoureux, amoureuses et les autres relations, pour que ce soit des repères comme des parrains, marraines peuvent l'être pour des enfants aujourd'hui. D'accord, mais en fait, c'est pas cadré, tout est dans la discussion en réalité. C'est ça? Ouais, complètement. Ouais. Et on s'assoit, et si l'autre Tout à change fait. d'avis, on est à 2 mois de la grossesse, 2-3 mois de la grossesse, et puis tu as une partenaire qui te dit, oh non, finalement, je voulais pas que ce soit un tel qui porte l'enfant, que ce soit moi. Comment ça peut créer des tensions dans un couple? Enfin, c'est plus un couple là, puisque du coup, vous êtes à plusieurs. Ouais, bien sûr, mais des sujets qui peuvent créer des tensions dans les relations, il y en a toujours, Ouais. que ce soit à deux ou à plusieurs. Je pense que du fait de la complexité que ça amène d'être plusieurs personnes, il est presque obligatoire de développer une capacité de communication assez importante dans les relations, de se dire les choses, de prendre du temps pour parler, pour expliquer, pour visibiliser ce qu'on ressent, nos besoins, nos envies, etc. Et donc avec ça vient une capacité à prendre les problèmes et à essayer de les discuter ensemble pour y trouver des solutions qui puissent convenir à tout le monde. Vous avez déjà rencontré des défis en tant que polyamoureux dans vos différentes relations? Oui. Oui, Bien sûr. par exemple. On a rencontré beaucoup de jalousie, d'énergie de la nouvelle relation. Comment vous les avez surmontés? Et pour moi, on les a surmontés justement en s'outillant, en coopérant et en y allant pas à pas, vraiment en communiquant énormément sur nos besoins, sur là où on en était, sur comment on pouvait, où on en était en fait dans le curseur aussi de liberté versus sécurité. Et aussi, surtout, en incluant les personnes tierces dans cette discussion, puisqu'on n'est pas seulement deux à, on va dire, être impactés par les choix qu'on va faire. Et donc, voilà, c'est ça. Et toi? En fait, on va discuter et faire des choix. Et parfois, on a fait le choix de prioriser notre relation et donc peut-être d'en refermer d'autres ou de prendre de la distance avec d'autres relations pour protéger la nôtre quand on sentait que c'était important et que c'était ça dont on avait envie. Parfois, on peut faire le choix de se dire « Ok, là, je sens que ça vient me gratter, que c'est un peu difficile, mais je suis OK d'y aller, je suis OK d'aller me challenger pour essayer de grandir, de comprendre ce que ça me fait et voilà, d'essayer de faire mûrir cette relation et puis aussi de donner la liberté à l'autre. » Ça va vraiment dépendre de chaque cas. Mais la clé, c'est de parler, quoi. C'est la communication. Oui, je comprends à travers l'échange qu'on a, c'est beaucoup de communication quand on est dans une relation polyamoureuse. Oui. Tout à fait.
D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Une autre question. Alors, comment ça se gère les relations intimes dans les couples polyamoureux? Même Dans réponse les que tout à relations l'heure. polyamoureuses, parce qu'on ne parle plus de couple. Dans les relations polyamoureuses, comment ça se gère? Même réponse que tout à l'heure, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes? Il n'y a pas de comment ça se gère, comment chaque personne va le gérer. Et encore une fois, Enfin, je veux dire, parfois vous vous retrouvez en groupe, ou parfois... Enfin, c'est surtout à ce niveau-là que je veux savoir. C'est ouais, infini à plusieurs? possibilités. Ça va dépendre de chaque personne, de chaque relation. Il y en a qui vont avoir des interactions sexuelles avec tous leurs partenaires en même temps, si tout le monde est d'accord. D'autres qui vont avoir des interactions sexuelles uniquement à deux, et puis ailleurs avec leurs autres partenaires. En fait, la définition, c'est qu'il n'y a pas de normes et qu'on va réfléchir et définir ce qui est juste pour la relation et pour chacun, pour chacune. Ouais, et pour peut-être ajouter sur, on va dire, un autre ordre de typologie de polyamour, c'est il y a le polyamour parallèle, où alors donc ça va du polyamour parallèle à la famille polyamoureuse, en passant par le polyamour convivial, Oula. qui est aussi un spectre, et où en fait ça va du polyamour parallèle où on ne parle même pas en fait de ses autres relations. On sait que l'autre peut avoir d'autres relations. Et ça, c'est Mais- le polyamour parallèle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est polyamoureux, mais on n'en parle pas à l'autre. Ouais. Ça. Ouais. Les C'est pas différentes de la- relations vont jamais se croiser. En fait, comme, Mais si l'autre n'est pas au courant, c'est pas de la tromperie, ça, non? On est d'accord qu'on va pas se dire. si l'autre est d'accord de ne pas être au courant. Voilà. Et parfois, pour des couples qui justement ouvrent leur couple au polyamour, elles passent par cette phase-là en allant pas à pas, quoi. D'accord. Et donc il y a ça. Et ensuite, il y a le polyamour convivial. Nous, on est plus dans ce style de polyamour où on va se faire rencontrer nos relations. Donc on parle de métamour. Que par exemple, une relation de kiké, c'est ma métamour. Voilà, on a tout un jargon polyamoureux. Et voilà, nous, on aime, enfin, en tout cas, moi, j'aime vraiment rencontrer mes métamours, passer du temps avec elles ou avec eux, et même, en fait, passer du temps ensemble en petits groupes de relations, qu'on appelle le polycule. Voilà, c'est Ça y est, vous m'avez perdu. Je vous fais tout le... Ah ouais? Ouais, tout le spectre du jargon polyamoureux. Le polycule, c'est l'ensemble des relations qui se tissent, en fait. Voilà, moi, j'ai 2 amoureux plus une autre relation. C'est mon polycule. Et voilà. Et ensuite, donc, pour finir ma thèse autour des styles de polyamour, il y a les familles polyamoureuses, D'accord. où là, tout le monde est plus ou moins en relation ensemble. Et tout le monde a le même cadre relationnel ensemble. D'accord. Et donc, tout le monde doit être... Enfin, parfois, ça peut aller jusqu'à... tout le monde doit être consulté si une personne veut faire rentrer une nouvelle relation dans la famille polyamoureuse. Donc là, c'est un niveau au-dessus c'est très imbriqué, les relations, quoi. En effet. Et comment on arrive à gérer l'énergie et le temps entre chaque partenaire? Comment on arrive à équilibrer tout ça? Le temps, l'énergie. Avec des agendas partagés, c'est la clé. Non, c'est assez... c'est la grande problématique des personnes qui sont polyamoureuses. Et on dit l'amour est infini, mais le temps, lui, ne l'est pas. C'est une phrase qu'on entend souvent. En fait, on peut avoir de l'amour pour plusieurs personnes. Par contre, effectivement, on a un temps qui est fini. Et donc, comment on le répartit entre les différentes personnes et comment on s'accorde pour passer suffisamment de temps avec chaque personne pour que les besoins et les envies de chacune soient nourris. On crée quand même des insécurités comme ça quand on passe plus de temps avec un tel plutôt que l'autre, non? Ça peut. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec, encore une fois, les relations d'amitié, où dans tous les cas, il faut partager son temps, parfois prioriser, parce que en effet, notre temps n'est pas infini. Et voilà. Et donc, moi, je regarde ça comme...
ok, il faut faire des choix aussi sur combien de temps j'ai envie de passer dans mes relations, mais aussi combien de temps j'ai envie de passer dans mon travail. Parfois, en fait, c'est le travail que j'ai envie de prioriser sur mes relations. Il y a aussi, ou peut-être j'ai envie de prioriser ma famille ou mon propre bien-être, mon temps en solitude. C'est aussi Mais des finalement, facteurs. est-ce que c'est quand même pas mal de pression de vouloir... On est à la recherche de liberté, certes, mais il y a quand même une certaine pression à essayer d'être équitable entre ces différents partenaires. Parce que le temps est quand même limité dans la journée, non? Alors, il y a une pression, je pense, à vouloir être juste avec chaque relation, ce qui Oui. ne veut pas forcément dire équitable. Moi, j'ai certaines relations avec lesquelles je sens que j'ai moins besoin de passer de temps. On se voit 1 fois ou 2 fois par mois et ça me suffit pour nourrir le lien, pour l'entretenir. D'autres avec lesquelles j'ai envie et besoin de passer plus de temps. D'accord. À partir du moment où on arrive à s'accorder, ça peut fonctionner en passant plus de temps avec une personne et moins avec une autre. Mhm. Tant que ça ne crée pas de frustration. Et si ça crée de la frustration, là, effectivement, il va falloir en rediscuter, voir pourquoi et peut-être essayer d'aligner les choses. Donc, en conclusion, la notion de fidélité, ça n'existe pas dans les relations polyamoureuses, non? Si, Ou si? si. Complètement. Quand on parlait du cadre relationnel, Oui. justement, en fait, pour moi, on est fidèle au cadre relationnel. Et si on ne respecte pas le cadre relationnel qu'on s'est fixé et qu'on a participé à fixer de toute façon, c'est là où on peut dire on est infidèle. Et encore, il n'y a pas cette notion qu'on peut avoir de tromperie dans les relations monogames. Parce que, en tout cas pour moi, si on ne respecte pas le cadre relationnel, on va en rediscuter ensemble. C'est pas tromper, c'est plutôt faire une erreur. Et cette erreur, elle vient forcément de quelque part. Est-ce que c'est on n'a pas été clair dans notre cadre relationnel, on n'a pas compris la même chose? Est-ce que c'est en fait le cadre relationnel, il n'était pas réaliste? Il allait Et peut-être du trop coup, loin. vous signez un contrat entre vous? Enfin, quelque chose d'écrit, un écrit, non? Oui. Non, Oui. sérieusement? Nous, on l'écrit, c'est pas un contrat, mais ça peut. C'est assez similaire au final. Et surtout, c'est pas un contrat qui est inscrit dans le marbre une fois pour toutes. Ah. Il évolue au fil du temps, au fil de nos expérimentations et aussi de nos besoins. Ouais, mais vos expérimentations ne sont pas forcément les mêmes en fonction des Mhm. partenaires que vous avez. Donc, Non, mais l'évolution. tout rentre dans ce cadre. D'accord. Et si jamais on sent que le cadre, il nous va plus, on va en rediscuter. Mais effectivement, nous, on a écrit ce cadre parce que on peut s'y référer, on peut le faire évoluer. Il y a des personnes qui n'écrivent pas de cadre relationnel, encore une fois, à chaque relation de trouver ce qui est juste pour elles. Mais du coup, la fidélité existe, mais c'est une fidélité à ce contrat qui est défini dans la relation et pas une fidélité à des normes qui sont imposées par ce qui se fait en général dans les relations. D'accord. Comment vous voyez l'avenir en général comment on voit l'avenir en général quand on est dans une relation, encore une fois, polyamoureuse? L'évolution des différentes relations, comment on la voit? Alors, pour moi, c'est... ça dépend vraiment de chacun, chacune, très clairement. Mais pour moi, il y a vraiment le côté... j'ai déconstruit le mythe de l'amour jusqu'à la fin de la vie, quoi. Et l'amour est éternel, l'amour durable. Et même, en fait, j'irais plus loin. Je valorise pas forcément les relations qui durent plus longtemps. Des fois, j'aime bien dire j'ai eu une relation amoureuse d'une nuit. Ça existe? Non, mais ça existe? Ça existe, ça? On peut l'inventer. En tout cas, moi, je l'invente. Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... en fait, tout est impermanent, tout évolue dans la vie. Moi, je sais pas comment je serai dans 10 ans. Est-ce que j'aurai les mêmes envies, besoins que Kiké dans 10 ans? Ou bien peut-être qu'on aura évolué ensemble et ce sera très bien. On aura encore envie d'être ensemble. Mais voilà, il y a ça aussi, je pense, qui est plus fort dans les relations polyamoureuses que mono-amoureuses. Parce que on est déjà dans ce schéma de... on prend conscience des mythes collectifs et culturels, en fait, qui nous habitent.
Waouh. Et pour toi, comment tu envisages l'avenir? Pour l'instant, je l'envisage toujours dans les relations polyamoureuses. Mhm. Je sens que j'ai plus de tranquillité à me dire que ces relations vont pouvoir se transformer. Et que peut-être certaines, à un moment de ma vie, vont venir prendre plus de place, et que peut-être à d'autres moments, elles vont en prendre moins, et qu'on va s'éloigner, que la relation va se transformer peut-être en amitié, sans que ce soit vécu comme quelque chose de douloureux, comme une rupture. En fait, je sens qu'il y a beaucoup plus de fluidité dans le spectre des relations que je peux avoir, et de comment elles peuvent évoluer. Et ça, moi, ça me donne beaucoup de confiance sur mon avenir relationnel. Ça me rassure beaucoup à ce niveau-là. De ne pas être attaché à une seule personne en De permanence. ne pas être attaché à une seule personne, et de me dire que c'est pas ou blanc ou noir. Que c'est pas ou bien je suis en relation amoureuse avec cette personne, ou bien on a rompu et on se parle plus. Mais qu'en fait, il peut se passer plein d'autres choses entre, tant que c'est juste pour nous. Mais j'ai une question pour toi, Louise. Les femmes, on est quand même beaucoup plus émotionnelles, on s'attache beaucoup plus vite, on a ce besoin de sécurité. Alors, quand on est dans une relation polyamoureuse, tu te sens déconnectée totalement, toi, de tout ça ou... Déjà, moi, j'ai pas ce préjugé. Je pense qu'en effet, quand on a été socialisé femme, on est sans doute plus en contact avec nos émotions. Mais on peut très bien vivre de manière très épanouie les relations polyamoureuses. Et après, ça dépend après de chacun. Clairement, dans son histoire de vie, il y a des personnes qui sont polytraumatisées et qui... Polytraumatisées. Oui. Ouais, J'en ça n'a apprends rien des à voir avec choses le ce soir. polyamour, là, pour le coup, mais en tout cas, qui sont traumatisées, qui ont subi plusieurs traumas dans leur vie. Qui ont besoin de plus de soins à certains endroits, qui vont peut-être trouver, en cherchant des formes relationnelles qui leur conviennent mieux. Peut-être ce serait plus de hiérarchie, peut-être autre chose. Est-ce que vous pensez que le polyamour sera la norme dans la société? Compte tenu du nombre de célibataires croissant, du nombre de divorcés croissant, tout le temps d'augmentation. Alors, est-ce que vous pensez que le polyamour sera la nouvelle norme dans la société française, voire européenne? Moi, je pense pas. Ouais. Et tant mieux. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait une norme. D'accord. Moi, j'aimerais bien que chaque personne puisse choisir librement son modèle relationnel. Et je pense que des personnes qui sont malheureuses dans les relations monogames exclusives, c'est parce qu'elles n'ont pas forcément la possibilité d'aller ailleurs, ou cette vision, la connaissance qu'il y a d'autres modèles qui peuvent exister. Du coup, s'enferment dans quelque chose qui, en fait, ne leur convient pas. Et du coup, c'est malheureux. Mais en fait, des personnes qui ont, pour moi, eu le choix, l'ouverture de se poser la question, que la société leur laisse la possibilité de choisir ce qui est bon pour elles. Et si ces personnes disent, moi, ce qui est bon pour moi, c'est la relation monogame exclusive, je pense que c'est des personnes qui seront profondément heureuses dans ce modèle relationnel, et c'est fantastique. Donc moi, l'idéal, c'est pas qu'il y ait une norme, c'est que la norme, ce soit de pouvoir choisir le modèle relationnel qui nous convient. Idem pour toi? Complètement. Complètement, on n'est pas dans une idéologie où on promeut le polyamour pour tout le monde. Non, vraiment, il y a simplement cette ouverture, juste se poser cette question de d'où on vient. Voir que en fait, on vient d'un système qui nous a toujours dit souvent un homme, une femme pour toute la vie. Avoir des enfants dans un certain ordre, étape par étape. Et voilà, et nous, juste on remet en question ça et on voit qu'est-ce qui nous épanouit le plus. Et si des personnes, c'est ça qui les épanouit le plus, et c'est le cas voilà, moi par exemple, j'ai une sœur jumelle qui s'épanouit dans ce schéma-là, et je suis très heureuse pour elle. Et je sais que on a juste pas la même manière de fonctionner, et on n'a pas les mêmes besoins. D'accord. Waouh, j'en aurais appris des choses ce soir, polyamoureux sous toutes ses formes. Mais merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné. Oui, merci J'espère beaucoup. que ça vous aura permis d'apprendre beaucoup de choses sur les polyamoureux. À bientôt. Bye bye. Merci.